La science nous enseigne que les lois de la physique sont ridiculement, presque incroyablement, finement réglées pour vous et moi. Prenez la force électromagnétique par exemple. Sa valeur est parfaitement ajustée pour permettre aux étoiles de fusionner protons et neutrons, produisant du carbone, le bloc essentiel de la vie. Ensuite, il y a la force nucléaire forte, qui maintient les protons et les neutrons ensemble. Si elle était légèrement plus forte, l'univers ne contiendrait que de l'hydrogène. Si elle était plus faible, l'hydrogène n'existerait pas du tout. Dans les deux cas, la vie telle que nous la connaissons ne serait pas possible. Même l'énergie dans l'espace vide semble précisément réglée pour permettre à la vie intelligente de se développer. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Au total, environ 12 paramètres ont été identifiés comme étant juste parfaits pour la vie. Réfléchissez-y. Si l'un de ces paramètres était légèrement différent, la vie, les étoiles et même l'univers lui-même auraient un aspect radicalement différent s'ils existaient du tout. Cet équilibre étonnant pourrait-il vraiment être attribué au hasard? Sommes-nous juste incroyablement chanceux de vivre dans un univers où tout s'est aligné parfaitement? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, peut-être même une intention derrière ce réglage fin? Cela pourrait-il suggérer que l'univers a été conçu avec la vie à l'esprit? Et si oui, pourquoi l'univers est-il si parfaitement réglé pour la vie? Cette précision incroyable est-elle un signe de conception intentionnelle ou est-ce simplement une coïncidence étonnante? Sommes-nous vraiment spéciaux ici sur Terre? Il est facile de croire que nous sommes au centre de tout. Après tout, l'humanité a passé des millénaires à penser que nous sommes uniques, le sommet de la vie dans un univers qui semble parfaitement conçu pour nous soutenir. Nous regardons autour de nous et voyons une planète grouillante de vie, orbitant une étoile stable dans une galaxie qui nous permet de prospérer. De l'inclinaison précise de l'axe de la Terre à l'équilibre parfait de l'oxygène dans notre atmosphère, il est difficile de ne pas sentir que le cosmos s'est arrangé en notre faveur. Mais sommes-nous vraiment si spéciaux? L'environnement favorable à la vie sur Terre est-il un accident cosmique ou y a-t-il quelque chose de plus intentionnel derrière cela? Les probabilités que tout s'aligne si parfaitement pour la vie dans ce petit coin de l'univers semblent presque trop belles pour être vraies. Est-il possible que l'univers ait été ajusté non seulement pour la vie en général, mais spécifiquement pour la vie sur Terre? Ces questions nous amènent à considérer si l'équilibre délicat que nous observons à travers le cosmos est le résultat de la pure chance, ou si nous faisons partie d'un dessein plus large et intentionnel. Et si la Terre est si spéciale, qu'est-ce que cela dit du reste de l'univers? Est-il possible que des conditions similaires existent ailleurs, ou sommes-nous vraiment seuls dans cet espace immense? D'accord, j'ai posé beaucoup de questions sans donner de réponse, mais prenons un moment pour explorer une ligne de raisonnement à laquelle les physiciens se tournent souvent lorsqu'ils se débattent avec le réglage fin de l'univers. La plupart des physiciens soutiennent maintenant que, dans un certain sens, l'univers ne pouvait pas être autrement. Cette idée a donné naissance à plusieurs réponses différentes, collectivement connues sous le nom de principes anthropiques. Au cœur des principes anthropiques se trouve l'idée que l'univers doit avoir les propriétés qu'il a, parce que, s'il ne les avait pas, nous ne serions pas là pour l'observer. En d'autres termes, l'univers semble réglé finement pour la vie, parce que seul un univers qui permet la vie verrait des êtres intelligents exister pour poser ces questions en premier lieu. C'est un peu un raisonnement circulaire, mais c'est une façon d'expliquer pourquoi l'univers semble si parfaitement adapté à la vie. Laissez-moi décomposer ce que je viens de dire, au cas où vous seriez un peu confus. Le principe anthropique dit essentiellement que l'univers semble parfaitement configuré pour la vie, parce que, eh bien, s'il ne l'était pas, nous ne serions pas là pour le remarquer. C'est un peu comme regarder le monde à travers une paire de lunettes parfaitement adaptées à vos yeux. Bien sûr, le monde semble clair parce que vous portez les lunettes qui rendent possible de le voir ainsi. Voici une analogie simple pour vous aider à comprendre. Imaginez que vous êtes à une fête et qu'il y a un énorme gâteau d'anniversaire au milieu de la pièce. Le gâteau se trouve être exactement votre saveur préférée, avec toutes vos garnitures préférées. Il semble qu'il ait été fait spécialement pour vous. Mais peut-être que ce n'est pas que le gâteau ait été cuit juste pour vous. Peut-être que vous êtes à cette fête particulière parce que vous avez été invité à un endroit où votre gâteau préféré se trouvait être servi. De la même manière, les principes anthropiques suggèrent que l'univers n'est pas nécessairement conçu pour nous, mais que nous existons parce que nous vivons dans un univers qui a juste les bons ingrédients pour la vie.
Cela ne signifie pas nécessairement que l'univers a été fait sur mesure pour nous, mais cela explique pourquoi il semble si parfaitement réglé pour la vie. Parce que s'il ne l'était pas, nous ne serions pas là pour le remarquer. Il existe différentes versions du principe anthropique. Le principe anthropique faible dit simplement que les conditions de l'univers doivent permettre notre existence, ce qui explique pourquoi elle semble réglée finement. Mais il y a aussi le principe anthropique fort, qui va plus loin en suggérant que l'univers devait se développer de manière à ce que la vie, et peut-être la vie intelligente, finissent par émerger. Cette version implique que la vie n'est pas juste un coup de chance cosmique, mais une caractéristique intégrée de l'univers. Mais ces idées soulèvent encore plus de questions. Si l'univers n'avait pas d'autre choix que d'être favorable à la vie, pourquoi en est-il ainsi? Y a-t-il une loi sous-jacente qui exige la vie, ou sommes-nous juste incroyablement chanceux que tout se soit aligné si parfaitement? Et si la vie était un résultat inévitable, cela indique-t-il une conception, ou simplement la progression naturelle de la physique? La plupart des physiciens n'ont pas de temps pour des idées comme celle-ci. Dire que tout cela est pour nous, c'est juste complètement bizarre, pourrait-il argumenter. Après tout, l'univers est vaste, et nous n'occupons qu'une partie infime et insignifiante de celui-ci. Pensez que l'ensemble du cosmos, rempli de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, existe uniquement pour rendre la vie possible sur cette petite planète, semble à beaucoup incroyablement égocentrique. Il souligne que la majeure partie de l'univers est inhospitalière à la vie. La plupart de l'espace est soit glacial, soit brûlant, bombardé par des radiations et rempli de vide, où la vie telle que nous la connaissons périrait instantanément. Si l'univers était conçu pour nous, ils argumentent, il ne semble pas avoir fait un travail très efficace. Mais malgré tout, le fait demeure que la vie existe contre toute attente, et cela soulève des questions difficiles à ignorer. Peut-être alors que c'est l'inverse. Selon une autre formulation du principe anthropique, l'univers n'existe que parce que nous existons. Nous le faisons apparaître avec notre conscience. Dans cette perspective, ce n'est pas que l'univers est réglé finement pour permettre notre existence, mais plutôt que notre existence en tant qu'être conscient fait en quelque sorte émerger l'univers. Cette idée renverse tout. Au lieu que l'univers donne naissance à nous, à travers notre capacité à observer, penser et expérimenter, pourrions donner naissance à l'univers lui-même. C'est un changement radical de perspective avec lequel certains physiciens et philosophes ont joué. Si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, fait-il du bruit? Dans ce cas, c'est plus comme si personne n'était là pour observer l'univers. Existe-t-il même? Cette version du principe anthropique suggère que l'univers n'est pas un arrière-plan passif qui existe indépendamment de nous. Au lieu de cela, il est intimement connecté à notre conscience, façonné par l'acte même d'observation. Sans nous, ou des êtres comme nous, il n'y aurait pas d'univers à proprement parler. La conscience est l'un de ces sujets qui met tout le monde mal à l'aise, scientifiques, philosophes, et à peu près toute personne qui ose questionner la nature de la réalité. Pourquoi? Parce que malgré toutes nos avancées technologiques et nos percées scientifiques, nous n'avons toujours pas une idée claire de ce qu'est la conscience ou d'où elle vient. C'est l'éléphant dans la pièce, le mystère que la science ne semble pas pouvoir résoudre. Nous pouvons cartographier le cerveau et comprendre ses fonctions, mais cela n'explique toujours pas pourquoi nous expérimentons des pensées, des sentiments ou une conscience de soi. Certains argumentent que la conscience n'est rien de plus qu'un sous-produit de processus biologiques, un heureux accident de l'évolution. Mais et si ce n'était pas toute l'histoire? Et si la conscience n'était pas un simple effet secondaire de neurones qui s'activent, mais quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui est entrelacé avec la structure même de l'univers? C'est là que les choses deviennent controversées. Et si la conscience n'était pas produite par le cerveau? Et si le cerveau était simplement un récepteur ou un filtre, comme une radio qui se règle sur un signal qui existe déjà? Cette idée renverse la compréhension conventionnelle de la conscience. Au lieu que le cerveau crée la conscience, il se pourrait que la conscience soit une force universelle, quelque chose qui existe indépendamment de la matière physique. Ce concept est lié à des théories comme le panpsychisme, qui suggèrent que la conscience est un aspect fondamental de toute matière, jusqu'aux plus petites particules. Dans cette perspective, la conscience n'émerge pas seulement chez les humains ou les animaux, elle est intégrée à tout. Les atomes de votre corps possèdent une forme de conscience.
Les particules qui composent les étoiles ont aussi une forme rudimentaire de conscience. Si cela semble bizarre, considérez que la physique quantique nous a déjà montré que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées, comme si la réalité dépendait d'une forme d'interaction avec la conscience. Mais voici le vrai casse-tête. Et si notre conscience ne faisait pas que percevoir la réalité, mais la créait? Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'univers n'est pas entièrement déterminé jusqu'à ce qu'il soit observé, que les particules existent dans un état de probabilité, jusqu'à ce que la conscience les fasse s'effondrer en une réalité définie. Si cela est vrai, alors la conscience n'est pas passive. C'est une force active qui façonne le monde autour de nous. C'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Si la réalité est façonnée par la conscience, nous devons nous demander à quoi ressemblait l'univers avant qu'il n'y ait des êtres conscients pour l'observer. Était-ce une mer de possibilités infinies, attendant d'être amenée à l'existence? Ou pourrait-il être que l'univers n'a vraiment commencé que lorsque la conscience est arrivée pour interagir avec lui? La mécanique quantique défie déjà notre compréhension de la réalité avec ses multivers, superpositions et paradoxes, comme le chat de Schrödinger, à la fois vivant et mort, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte pour l'observer. Ces phénomènes étranges suggèrent que la réalité ne se comporte pas d'une manière qui correspond à nos expériences quotidiennes. Mais certains physiciens ont proposé que la réalité est encore plus étrange. L'univers ne devient réel que lorsque nous le regardons. John Archibald Wheeler, une figure majeure de la physique du XXe siècle, a poussé les découvertes étranges de la mécanique quantique encore plus loin, formulant le concept de l'univers participatif. Il a proposé que nos observations ne révèlent pas simplement la réalité, elles la créent. Pour Wheeler, faire une mesure quantique ne nous donne pas seulement des informations, cela altère le cours de l'univers en faisant s'effondrer la myriade de résultats possibles en un seul. Cette idée découle de la mécanique quantique et de la célèbre expérience de la double fente. Dans cette expérience, la lumière se comporte soit comme une particule, soit comme une onde, selon la manière dont nous l'observons. Si nous observons le chemin du photon, il se comporte comme une particule. Si nous ne le faisons pas, il se comporte comme une onde. La partie la plus déroutante est que les photons semblent savoir s'ils sont observés et ajustent leur comportement en conséquence. Mais Wheeler est allé plus loin en demandant « Et si le photon n'existait même pas en tant que particule ou onde jusqu'à ce que nous l'observions ?» En d'autres termes, l'observation active pourrait ne pas simplement révéler la réalité, mais la créer. Si Wheeler a raison, alors la réalité telle que nous la comprenons est dans un état de flux constant, ne devenant réelle que lorsque nous fixons ces poteaux de fer avec notre observation consciente. Avant ce moment d'observation, tout est un nuage nébuleux de probabilités. Les idées de Wheeler deviennent encore plus déroutantes lorsqu'elles sont appliquées à l'échelle cosmique. Il a proposé une version à l'échelle cosmique de l'expérience de la double fente, impliquant la lumière d'un quasar lointain, un objet astronomique brillant à des milliards d'années-lumière. La lumière de ce quasar peut voyager jusqu'à nous en se courbant autour d'une galaxie massive, se divisant en deux chemins en raison de la déformation de l'espace-temps causée par le champ gravitationnel de la galaxie. Cet effet est connu sous le nom de lentille gravitationnelle. La lumière de chaque chemin forme deux images du quasar de chaque côté de la galaxie. Maintenant, si nous pointons un télescope vers chaque chemin, nous voyons des photons voyageant le long d'une route ou de l'autre, se comportant comme des particules. Mais Wheeler a suggéré que si nous configurions notre observation de manière à ce que les photons des deux chemins frappent un détecteur simultanément, ils se comporteraient comme des ondes, arrivant comme une seule onde unifiée plutôt que comme des particules distinctes. Dans ce scénario, notre acte d'observation dans le présent déterminerait apparemment si la lumière se comporte comme une particule ou une onde, non seulement dans le moment présent, mais pour la lumière qui a quitté le quasar il y a 1 milliard d'années. Pour Wheeler, cette expérience signifiait quelque chose de profond. L'univers n'existe pas dans un sens objectif fixe, pas même dans le passé, jusqu'à ce que nous le mesurions. Ce que nous observons aujourd'hui a le pouvoir d'affecter des événements qui, par tous les comptes, devraient s'être produits bien avant que des observateurs conscients n'existent. En un sens, l'univers lui-même est participatif. Nos observations, pensées et décisions conscientes façonnent activement son passé, son présent et son futur.
Si l'univers participatif de Wheeler contient une part de vérité, alors les implications sont stupéfiantes. Cela signifierait que l'univers, d'une manière profonde, a besoin d'observateurs conscients comme nous pour exister. Sans observation, la réalité reste un faisceau de probabilités, sans passé, présent ou futur fixe. Notre acte même d'observer l'univers ne révèle pas seulement son fonctionnement, mais le fait d'exister. Cela renverse entièrement notre compréhension de l'univers. Au lieu d'exister indépendamment de nous, l'univers pourrait dépendre d'être conscient pour se manifester de manière significative. Cette idée ne remet pas seulement en question notre conception du temps et de l'espace, elle suggère que la réalité elle-même est une sorte de co-création entre le cosmos et les esprits qui l'observent. Si cela est vrai, alors nous sommes plus que de simples habitants passifs de l'univers. Nous sommes des participants actifs dans la formation de son existence, de la flèche du temps à son destin ultime. Comme si l'univers participatif de Wheeler n'était pas déjà assez déroutant, une autre interprétation de la mécanique quantique offre une vision tout aussi folle de la réalité. L'hypothèse des mondes multiples de Hugh Everett. Alors que Wheeler suggérait que l'observation effondre les possibilités en une seule réalité, Everett a proposé que chaque résultat possible d'un événement quantique se produise réellement, mais dans des univers parallèles différents. Imaginez que chaque décision que vous prenez, chaque mesure quantique, divise l'univers en deux. Dans un univers, vous avez choisi d'aller à gauche, et dans un autre, vous êtes allé à droite. Les deux versions de vous existent, vivant ces possibilités séparées, mais dans des univers parallèles. Cela signifie que chaque résultat possible, aussi petit soit-il, se joue quelque part dans l'un des innombrables réalités alternatives. Ainsi, alors que l'univers de Wheeler repose sur l'observation pour fixer une version de la réalité, l'hypothèse des mondes multiples d'Everett postule que l'univers n'a jamais besoin de s'effondrer en un seul résultat. Au lieu de cela, chaque possibilité se déroule dans un multivers ramifié, chaque observateur expérimentant uniquement sa branche spécifique. Cela soulève également des questions sur le rôle de la conscience dans les deux interprétations. Dans l'hypothèse des mondes multiples, l'observation consciente pourrait-elle être la chose même qui sélectionne la branche de l'univers que nous expérimentons? Notre conscience ne participe-t-elle pas seulement à l'univers, mais choisit-elle activement la version de la réalité que nous habitons? L'univers participatif de Wheeler et l'hypothèse des mondes multiples d'Everett remettent en question l'idée que la réalité existe indépendamment de nous. Si Wheeler a raison, alors nos observations conscientes créent la structure de l'univers, passé, présent et futur. Si Everett a raison, alors chacun de nous habite un univers unique, façonné par le branchement infini des événements quantiques. Dans les deux cas, ces interprétations suggèrent que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, mais des composants intégrés de l'équation cosmique. Nous avons parcouru un long chemin dans cette vidéo, mais une chose que je veux souligner, c'est que ces deux interprétations, l'univers participatif de Wheeler et l'hypothèse des mondes multiples d'Everett, nous laissent avec une réalisation profonde. Nous ne sommes pas de simples observateurs de l'univers, mais des participants actifs à son déploiement. Que ce soit notre observation consciente façonnant le passé, le présent et le futur, ou nos décisions se ramifiant en des réalités alternatives infinies, le cosmos est profondément entrelacé avec notre existence même. Plus nous explorons ces idées, plus il devient clair que la réalité est bien plus étrange que nous ne l'avions jamais imaginé. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à notre chaîne et consultez également cette vidéo où nous avons parlé du multivers et du chat de Schrödinger. Je vous y retrouverai.